Bienvenue à tous dans le CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Céline, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Elle est journaliste, storyteller, en face de nous. Céline, comment tu vas ? Je suis super contente d'être là, ça va super bien, je te remercie de me recevoir. Toi qui as l'habitude d'interviewer des gens, aujourd'hui tu te retrouves de l'autre côté, qu'est-ce que ça te fait ? Je suis à l'aise, j'ai hâte de partager avec toi et puis je te suis depuis un petit moment et ça me fait vraiment plaisir que ce soit toi justement qui m'interviewe ce matin. Ok, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Yes. Alors moi c'est Céline, j'ai 36 ans, j'habite donc en région parisienne depuis une quinzaine d'années, mais j'ai grandi à la campagne, dans le 45, à côté de Montargis, dans un tout petit bled de 2000 habitants, un Château-Renard exactement. Superbe enfance, moi j'ai grandi avec ma maman. Voilà, donc de base j'ai fait des études dans le commerce, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue à ce niveau-là. Je me cherchais beaucoup, je manquais énormément de confiance en moi. Quel âge ? Quelle période ? Ouais, quand tu sais, entre 10 et 20, 25 ans, hein, j'ai jamais vraiment su quoi faire à ce moment-là. D'accord. J'ai fait une école de commerce, pourquoi ? Parce que je voulais fuir la ville où j'étais. Je trouvais que c'est bon, on avait fait le tour, je voulais être dans une grande ville, donc je suis partie à Orléans. Pour moi, c'était un truc de fou. Okay. J'ai fait une école de commerce, ça s'est super bien passé. J'ai enchaîné les petits boulots, je bossais dans un bar, dans un resto, téléconseillère, etc. Et puis quand j'étais plus jeune, on m'a proposé de faire du mannequinat. Alors au début, j'ai fait ça pour voyager. Mais c'est un milieu qui me plaisait pas du tout. J'ai fait des mauvaises rencontres, je me sentais encore plus mal à l'aise. C'était pas du tout mon univers. Mais j'ai beaucoup appris grâce au voyage. J'ai vraiment beaucoup voyagé en Turquie, dans des pays en Afrique, aux Antilles, chez moi. Voilà, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Donc ça m'a vraiment permis cette ouverture d'esprit parce que quand tu grandis à la campagne, t'as pas forcément ça. Et par la suite, j'ai rencontré la comédie, on va dire ça. D'accord. Donc avant d'être journaliste, ce que je suis aujourd'hui, j'étais comédienne et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a énormément permis de me connaître en tant que femme, puisque j'étais hyper timide. J'avais honte de moi, j'avais peur du regard des autres, je me trouvais moche, je me trouvais maigre, j'étais vraiment hyper complexée. Et la comédie m'a permis vraiment de faire un travail déjà d'introspection, m'a permis vraiment de sortir certaines émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de moi. D'accord. Et m'a permis de mieux me connaître. Donc c'était limite un travail thérapeutique et un travail qui m'a permis aussi de m'exprimer autrement que par la peur ou par des non-dits. Et j'ai vraiment aimé. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'est compliqué la comédie. En tout cas, mon profil était compliqué apparemment, puisque j'étais trop blanche pour des rôles de Renoir, tu vois, et j'étais trop noire pour des rôles de blanche. Okay. Et c'est vrai que c'était toujours compliqué parce qu'on n'arrivait jamais à me mettre dans une case. Mon profil était trop atypique. Je trouve pas, mais bon. Et tu vois, quand ils cherchent quelqu'un pour une pub, ils vont te dire on cherche une métisse avec des cheveux afro bouclés, sauf que moi j'ai les cheveux lisses, un peu comme les Françaises, tu vois. Je suis trop claire et donc du coup mon profil ne passait jamais. Donc moi j'ai plus écrit mes propres projets, c'est ça qui m'a un petit peu menée à l'écriture d'ailleurs. J'ai écrit mes propres pièces, mes propres trucs, donc j'ai beaucoup joué avec pas mal de potes, on faisait des sketchs dans les métros, on faisait des trucs sur scène un petit peu comme ça. Mais j'ai jamais vraiment percé dans ce milieu-là et je l'ai gardé un petit peu comme un hobby. D'accord. Et par la suite, je suis devenue journaliste après avoir fait plein de jobs. J'ai travaillé dans la vente, dans le marketing, j'ai travaillé comme chef de projet, j'ai travaillé dans le social, j'ai dirigé une agence d'aide à domicile, par exemple, de personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer. J'ai travaillé dans une agence de transport dans l'import-export. J'ai fait plein de jobs qui n'ont rien à voir parce que je me cherchais et parce que j'avais vraiment besoin de me nourrir de plein d'expériences, d'apprendre, de me dire « Ok, t'es capable de faire ci, ça, mais qui t'es réellement ?» Mais à chaque fois, ça ne me convenait pas. Tu vois, le salariat ou rester dans un truc, ça ne me convenait pas. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de parler, mais je ne savais pas encore comment. Et puis un jour, il y a une styliste qui a fait appel à moi pour faire une chronique dans une émission beauté. Elle m'a dit, tiens, on cherche quelqu'un qui est bilingue. Bon, à l'époque, je parlais bien anglais, mais j'ai vachement perdu. Et elle m'a dit, tiens, je te vois bien faire ça et tout, vas-y. Et moi, j'avais peur. Je dis, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas écrire une chronique. Et c'était un événement à Opéra et j'y suis partie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, ce travail de recherche, ce travail d'écriture, ce travail de... Là, c'était pas comme en comédie où on t'apporte un texte que tu apprends, que tu vas réciter, où tu vas mettre ta personnalité, mais t'apprends un texte, c'est pas toi. Et j'ai tellement aimé ça, je me suis dit, ok, j'ai lâché le travail que j'étais en train de faire. À l'époque, je bossais à Célieu sur les Champs-Élysées comme vendeuse. D'accord. J'ai tout lâché, j'ai négocié un licenciement à l'amiable pour prendre un maximum d'argent et je me suis formée au journaliste. J'ai fait donc l'Académie audiovisuelle et j'ai pendant 2 ans, donc à l'époque j'étais jeune maman, pendant 2 ans je me suis formée en faisant beaucoup de stages chez M6, dans des boîtes de prod en écriture de reportage. Je voulais pas être une image à la télé
Parce que tu sais, quand tu as fait du mannequinat et de la comédie, peu importe l'image que tu as de toi, pardon, on te prend parce que tu es une image. Mais on ne te prend pas parce que tu as un contenu, parce que tu écris, parce que tu proposes des choses intéressantes. Et ça, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, du coup, je me suis énormément formée à l'écriture. Je me suis énormément formée dans des boîtes de prod en écriture de reportage, sur le terrain, à filmer, etc. avant de faire cette école d'audiovisuel et avant de devenir réellement journaliste. Voilà un petit peu mon parcours. Ok, magnifique. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir trouvé ton truc? Est-ce que c'est ça? Oui et non. C'est bizarre, j'arrive pas à répondre à la question. Oui, parce que alors, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par le fait de transmettre des vérités. Okay. Et c'est justement ça qui me pose problème. Aujourd'hui, moi, j'ai une énorme frustration par rapport aux médias. Je suis journaliste, j'adore ce métier et je respecte énormément les journalistes. Tu vois, les journalistes de terrain, les journalistes qui transmettent, qui sont là pour vraiment relater la réalité. Mais je trouve que beaucoup de gens ne respectent pas ce métier. Quand on voit ce qui se passe dans les médias actuellement, même depuis la nuit des temps en réalité, mais il y a tellement de conneries qui se disent dans les médias, il y a tellement de... Tu sais, j'ai bossé dans des boîtes de prod et sur des des moyennes chaînes, on va dire, où quand tu arrives, tu as un tableau avec des têtes et on te dit, eux, ils ont financé ce média, donc surtout, tu dis que du bien d'eux. Et puis eux, là, on s'en fout, donc eux, tu peux les assassiner. Même si c'est pas la vérité, Céline, c'est pas grave. Et puis toi, t'es là, tu passes 5-6 heures à écrire ton sujet, et après, t'as un mec qui vient, qui déchire ton truc et qui dit non, tu vas dire ça. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, t'es qu'une image. Donc souvent, quand on critique, par exemple, tu vois, les journalistes chez BFM, en fait, eux, ils sont juste là pour dire ce qu'on leur a dit de dire. Ouais. Mais finalement, ce qui est dit, c'est pas la réalité. On l'a vu avec la situation sanitaire, on le voit avec tout ce qui est religion, avec tout ce qui est politique, tout ce qui est les guerres en Ukraine, Russie, etc. Il y a un tas de conneries qui est dit. Et ça, pour moi, c'est pas ça le journalisme. Donc oui, j'adore mon métier, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de créer mon média, tu vois. Ok. Voilà. Donc là, finalement, si tu réussis à créer ton média, bah là, tu pourras partager tes vérités, la vérité, disons, et puis tu seras vraiment aligné. Bah ouais, en tout cas, mes vérités, je pense qu'on a tous notre vérité. L'idée, c'est de partager vraiment ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans la vie des gens, voilà, vraiment relater les vérités des autres, en fait. C'est même pas ma vérité, c'est vraiment la vérité des autres. La vérité des autres. C'est une espèce de témoignage de vie pour pouvoir inspirer les autres, tu vois. Quel type de vie, par exemple, toi, t'inspire le plus? Quels sont les sujets et les thèmes qui, toi, vraiment te touchent et te parlent? Je suis maman d'une petite fille qui a 9 ans. Et moi, déjà, ce que j'aimerais pouvoir partager, c'est notamment des choses par rapport à l'éducation des enfants. Je pense que tout ce qu'on fait, en tout cas moi, tout ce que je fais, c'est vraiment pour que ma fille soit fière demain. Et on va partir à un moment donné. Peut-être que certains croient à une autre vie, mais en tout cas, on va partir à un moment donné. Et je pense que si on doit laisser une trace aussi pour les générations futures. Donc moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment ce qu'on peut apporter dans l'éducation des enfants. Et notamment... on est tous issus de cultures différentes et je pense qu'il y a plein de manières d'éduquer un enfant et on est rempli de jugements. Ouais, mais toi, t'as fait ça avec ton enfant, c'est pas bien. Oui, mais en fait, on a tous des manières différentes. Et moi, j'aimerais en tout cas beaucoup relater des choses en lien avec l'enfance et l'éducation, mais aussi en lien avec les cultures. D'accord. Voilà. Tout ce qui est culture, quand tu dis culture, c'est-à-dire? Toutes les cultures, en vrai. Ouais. Moi, je pense vraiment que le voyage, c'est l'ouverture d'esprit. Et en tout cas, moi, ce qui m'a le plus appris dans ma vie, c'est quand j'ai voyagé, quand je suis partie sur d'autres terres, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, que ce soit même en Turquie, en Espagne, en Italie. Tu vois la manière de fonctionner des autres et ça t'ouvre, en fait. Tu vois, moi, j'ai grandi dans une toute petite ville où je suis métisse. Et beaucoup de gens pensaient que j'étais arabe, maghrébine. Ils voyaient ma maman blanche et ils pensaient que j'étais adoptée. Et parce que je leur en veux même pas, en fait, mais parce qu'ils ne voyaient pas d'autres noirs, ils ne savaient même pas ce que c'était un métis. Je sais pas, j'ai l'impression que dans les campagnes comme ça, ils sont vraiment très fermés d'esprit. Et moi, j'ai envie que les gens, ils s'ouvrent, tu vois. J'ai vraiment envie que les gens s'ouvrent par ces voyages, par la connaissance de ces autres cultures, de ces autres manières d'éduquer. Pas forcément que les enfants, mais d'éduquer l'humain, en fait, tu vois. Il y a une notion que tu répètes aussi là qui est intéressante. Et hier, je parlais de ça avec un ami qui lui aussi est métis. Et me disait que voilà, il y avait quand même quelques difficultés, le fait d'être métisse. Tout à l'heure, tu en as parlé par rapport à la comédie. Yes. Et est-ce que aussi dans la vie, ça a eu un impact? Écoute, moi, j'ai pas vraiment, plus jeune, j'ai pas vraiment souffert de racisme, si ce n'est t'es adopté, t'es une arabe, etc. Ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. La première fois que j'étais confrontée au racisme,
je suis métisse, hein, mais je parle rapidement du racisme, c'est quand j'ai bossé à Budapest, en Hongrie. Alors là-bas, ça a été compliqué et c'est la première fois que vraiment je l'ai ressenti. Là-bas, en fait, on me donnait des pièces dans la rue pour toucher les cheveux de ma fille. On me refusait l'accès au bus. Quand j'allais, par exemple, dans les bains thermaux, bon, là-bas, j'ai bossé sur une émission en fait, pendant 3 ans, donc j'y allais de temps en temps, tous les mois, j'allais à peu près 15 jours par mois. Et par exemple, la maquilleuse de la boîte de prod me disait « Mais attends, ma fille, en fait, il faut savoir que son papa est congolais, elle est un peu plus noire que moi. Elle a des cheveux afro, bon, elle a des belles locks aujourd'hui. Et la maquilleuse, elle me disait « Mais attends, pour avoir cette fille, t'as couché avec un noir, avec dégoût, tu vois ?» Et là-bas, en fait, c'était tous les jours des remarques comme ça. Et j'ai fini par quitter ce boulot parce que j'en pouvais plus, en fait. Je voulais pas que ma fille voie ce racisme. Yes. Et c'est la première fois où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que les gens y vivent en France, là, quand ils me parlent de racisme, parce que je l'avais pas vu avant. Maintenant, pour revenir au fait que je sois métisse, moi, ce que je pense, c'est que c'est une force. Moi, je suis convaincue que c'est une force parce que c'est un mélange de 2 cultures, voire plus. Et forcément, c'est une force. T'es beaucoup plus ouverte, t'es beaucoup plus... Je sais pas, pour moi, c'est une force. Mais c'est vrai que dans certains jobs ou dans certaines opportunités, ou même dans certains cercles d'amis, on va te dire « Oh, mais elle, c'est la blanche. » Tu vois, quand t'es avec des noirs, on va dire « Ah, elle, c'est la blanche. » Ou bien quand t'es avec des blancs, on va dire « Oh, mais elle, c'est la meuf qui mange du piment. C'est la meuf qui mange du mal. » Tu vois, donc en fait, c'est vrai que quelque part, je pense pas... Pour moi, c'est pas un handicap, c'est une force. Mais il y a des gens qui... Ils savent pas où te mettre, en fait. T'es un peu le cul entre 2 chaises, comme on dit. C'est ça. Et souvent, on te dit, ouais, les métis, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais en fait, non. Nous, souvent, on sait pas où nous situer. Et ça peut être compliqué dans certains cas de figure. Mais je sais pas, moi, j'ai envie de voir le positif. Pour moi, c'est vraiment une force, en fait. Et je m'en fous de ce que les gens pensent concrètement. Ok, super. On continue. J'ai encore quelques questions. Voilà, aujourd'hui, tu as un parcours. Et j'aimerais bien savoir, alors ici c'est le Sibu Show, donc c'est le ring. Yes. Donc voilà. Et moi j'aimerais bien savoir dans ta vie, pour toi, après si tu racontes ou pas, c'est toi qui vois, mais quel a été ton plus grand chaos? Beaucoup de gens, bon moi je suis émotive, hein, si je me mets à pleurer, faut pas... Non, tranquille. Non, tranquille. Non, alors beaucoup de gens vont parler souvent de l'enfance. Moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une magnifique enfance. J'ai une maman et un papa adoptif, on va dire. Mon vrai père biologique, je l'ai connu à 14 ans. Mais mon père qui est plus que mon père même, c'est mon beau-père, que ma mère a rencontré quand j'avais 6 ans. Voilà, ils m'ont apporté une enfance magnifique. J'ai rien à dire, j'ai été heureuse. J'ai grandi à la campagne, dans une maison. Voilà, je manquais de rien. On n'était pas riches, mais je manquais de rien. En revanche, moi, mes plus grosses épreuves, c'est vraiment entre 20 et 30 ans. Voilà. Et ça a été des relations avec 2 hommes, notamment, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal et qui ont fait du mal à ma fille aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Okay. Donc, je parlerai plus de violence psychologique et physique. Et, ah putain. Et ça, c'est des choses qui sont restées très tabous chez moi. J'en ai parlé à personne. Tu vois, tu as des gens qui... comment dire ? Quand ils vivent des épreuves, alors soit tu en parles, tu vas mal, tu es en dépression, Et puis, il y a des gens qui... Moi, par exemple, quand il m'arrive un truc hyper grave, genre un viol, être séquestré 3 semaines dans un appartement, des coups jusqu'à ce que tu ailles à l'hôpital, bah, moi, en fait, je dors et le lendemain, j'oublie. Et en fait, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je faisais comme s'il ne m'arrivait rien et qu'en fait, la vie était belle et je me disais, bah, en fait, il y a des gens qui vivent pire, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui ont des maladies bien plus graves. Enfin, j'oubliais ça. Pendant 10 ans, j'ai cumulé pas mal de choses où je n'ai rien dit. Et puis d'un seul coup, c'est sorti. Et je pense que c'est ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui et qui a envie de partager des histoires, qui a envie d'aider les gens et qui a envie de faire tout pour sa fille pour rattraper un petit peu ce qui s'est passé avant, peut-être, je pense. Et comment tu as fait pour te relever de ça? Je pense qu'en premier lieu, ça a été pour ma fille. Okay. Parce que quand elle a été là et quand j'ai vu qu'elle souffrait de ça, c'était pas possible pour moi, en fait. Je pouvais pas tolérer ça pour ma fille, donc c'est peut-être pour elle que je me suis sortie de ça. Ensuite, bon, je précise, c'est pas le père de ma fille, hein, quand même. Okay. Mais j'ai perdu tellement d'années à ne pas savoir qui j'étais. D'un seul coup, j'ai eu envie de me battre pour elle. Et d'un seul coup, je me suis dit, non, je suis obligée de me reconnecter à qui je suis, à faire ce travail pour aller mieux et pour enfin me battre contre ça, parce que c'est pas possible. Et justement, quel travail? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans ton témoignage. Quel travail t'as fait? T'as vu des gens, tu t'es documenté? Qu'est-ce que t'as pu faire?
Dans un premier temps, j'étais seule. J'étais pas, voilà, je me disais, ouais, je vais pas aller voir un psy, je vais pas aller voir. Tu sais, moi, avant, je croyais beaucoup en Dieu quand j'étais petite. Et puis, il y a eu une période où, pour moi, Dieu n'existait pas. Ok. J'étais pas. J'étais vraiment. Et puis, quand il m'est arrivé tout ça, je me suis reconnectée Ok. à Dieu. Ok. J'ai eu besoin de lui parler, j'ai eu besoin de me reconnecter à quelque chose de supérieur. Et je pense que la religion, le fait de croire, mais aussi cette espèce de spiritualité, une spiritualité bien au-delà, m'a beaucoup aidée. J'ai fait un gros travail aussi au niveau énergie. Donc, j'ai travaillé avec une énergéticienne et un homme qui fait des soins au bol tibétain. Donc, ça, c'est travail sur ces énergies, ça m'a beaucoup aidée. Mais surtout, j'ai fait un gros travail avec moi-même, toute seule, cette espèce d'introspection. Je me suis posé les bonnes questions, où j'ai pris le temps. Et de répondre à ces questions. Yes. Et en fait, le message que je voudrais passer à travers ça, c'est que souvent, on est en train de se dire, il faut absolument que j'aille mieux, il faut que j'aille bien. Et pendant longtemps, je parlais même sur mes réseaux de bien-être. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'en réalité, il ne faut pas chercher tout le temps à aller bien. Il faut aussi accepter quand on va mal. Et c'est ça qui fait la différence. Et je pense que les épreuves qu'on traverse, c'est parce que, pour moi, on attire ce qu'on est. Je ne dis pas que je mérite ce qui m'est arrivé, loin de là, je ne pense pas. Mais je pense que s'il m'est arrivé ces épreuves-là, c'est parce que je n'étais pas OK avec moi-même. Parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je dégageais quelque chose de négatif. Et le fait d'accepter ces épreuves et de me dire, OK, c'est bien de rejeter la faute sur l'autre et de dire, ouais, lui, c'est un connard, lui, c'est... Non. Parce qu'à cette époque-là, j'attirais aussi des mauvaises opportunités, j'attirais des mauvaises personnes, j'attirais que du négatif. Et pourtant, je suis convaincue que j'étais une bonne personne. Yes. Donc, le fait de me dire, OK, j'accepte ce qui m'est arrivé, j'accepte de traverser cette période-là, mais il faut en tirer un message, en fait. La vie est en train de me donner un message. C'est quoi ? Enfin, une leçon. Et quand j'ai commencé à comprendre que certains schémas se répétaient, mais que ce schéma répétitif, c'était juste un message que je n'arrivais pas à voir. Et quand je l'ai vu, bizarrement, je n'attirais plus ce genre de personnes, je n'attirais plus ce genre d'opportunités, et j'ai commencé à me transformer. Et moi, aujourd'hui, je suis convaincue qu'il faut arrêter d'aller bien absolument. Il faut juste, OK, tu vas mal, bah OK, c'est pas grave, j'accepte. J'accepte ce moment, je le prends pour moi, et si je vais mal, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Donc, tire-en une leçon, et quand tu captes la leçon, c'est bon, tu peux aller mieux après. Et tu peux transformer ça en force. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire depuis quelques années. Magnifique. Et donc, là, on a parlé de chaos, mais ta plus belle victoire. Ouais, c'est bien de parler de victoire aussi. Quelle est ta plus belle victoire ? C'est ma fille, sans hésiter, c'est ma fille. Il y a pas mal de victoires, mais... Mais plus toi, personnellement. Si c'était toi. Une fierté, une victoire, quelque chose que tu as fait. Quand j'ai fondé mon association, je pense que ça, c'était une belle victoire parce que c'était un premier pas vers l'entrepreneuriat quelque part, même si c'est une asso. C'était un premier pas vers une liberté, vers une satisfaction, vers une confiance en soi, vers des actions pour les autres. Enfin, je sais pas, ça... Quand j'ai fondé mon association, donc avec Singila en 2019, c'était le premier pas vers une nouvelle vie. Parce que j'avais tellement d'envie, mais j'osais pas les exprimer, parce que j'avais tellement besoin de sortir du salariat, tellement besoin de faire des choses pour les autres, et tellement besoin de faire des choses pour les autres en accord avec moi. Quand j'ai fondé cet asso, ça a été vraiment le début de quelque chose de beau, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un avant et après. Donc ça m'a libérée, mais ça m'a permis de faire plein de choses pour les autres, et de me retrouver dans mes actions. Donc ouais, je dirais peut-être le fait d'avoir fondé mon association. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle fait ? Watcha. Le nom, ça surprend. Alors, pourquoi Watcha ? Parce que c'est un mot qui est très ouvert. C'est un mot qui signifie l'ouverture d'esprit. Je suis métisse. Et d'ailleurs, même au sein de l'asso, on peut retrouver des intervenants qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont arabes, qui sont métis. Il y a plein de communautés au sein de cette association. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est un petit peu des consultants pour les assos, un petit peu comme ceux qui vont aider des entrepreneurs. Nous, on va aider des fondateurs d'associations à mieux s'organiser, mais aussi à faire des actions en lien avec les médias et l'artistique pour être plus visibles et pour pouvoir aider un maximum de gens. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au sein de Watcha. Tu as dit que tu étais aussi storyteller. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors, storyteller, c'est le fait de raconter des histoires, mais c'est surtout aussi d'avoir une communication beaucoup plus alignée, beaucoup plus authentique, beaucoup plus émouvante. Comment j'en suis venue à être storyteller ? Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais très timide avant, très 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 timide, c'est-à-dire que vraiment je parlais pas.
J'avais plein de choses à dire, mais quand j'étais, tu vois, à l'époque du lycée, entre 15 et 20 ans, là, je parlais pas. Genre, j'étais hyper timide, hyper introvertie. Et ça m'a valu beaucoup le fait d'attirer des gens bizarres aussi, le fait de paraître pour quelqu'un d'un peu hautaine ou des choses comme ça, qui n'étaient pas moi, je pense. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que la communication, c'était vraiment une arme dans la vie. On ne peut pas se permettre de ne pas savoir communiquer. Et quand on ne sait pas communiquer, ça nous ferme des portes, ça nous crée des conflits. On le voit dans le monde, en fait. Moi, je suis convaincue que s'il y a des guerres, s'il y a du racisme, s'il y a des injustices, tu vois, de la violence, c'est parce qu'on ne sait pas communiquer. On ne sait pas être à l'écoute. On ne sait pas observer correctement. Et donc, quand j'ai fait ce constat, je me suis dit, il faut absolument que je me forme à la communication. Donc, alors moi, j'ai fait beaucoup de formations. Je crois, la plupart de mon argent, il est parti dans des formations. Je me suis formée énormément à la communication. J'ai fait trois formations au niveau du storytelling, au niveau de la prise de parole en public, même au niveau de l'audiovisuel, pour être journaliste. Et je me suis dit, autant dans mon côté journaliste que dans mon côté entrepreneur, il faut que je sache communiquer, il faut que je sache prendre la parole, mais savoir être à l'écoute des autres. Et comme j'ai envie de transmettre et d'aider, et comme je suis convaincue aujourd'hui que les histoires des gens nous inspirent, et je suis convaincue aussi par mon histoire et par celle des autres que quand on entend des histoires, on s'identifie, on se dit mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je veux faire ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont remplis de stratégies, comment je vais communiquer, comment je vais faire ci. En fait ils sont dans la réflexion. Moi j'aimerais que les gens soient dans le ressenti, dans ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et en fait je voulais pas transmettre la communication, je voulais transmettre des histoires, des témoignages. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agences aujourd'hui en France qui proposaient comment vendre par le storytelling. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas la promesse que je fais. Moi, je voudrais vraiment pouvoir former, accompagner et transmettre la communication vraie, la communication authentique. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise aussi. Donc, c'est une agence autant de RP, de relations presse, mais aussi de communication, où je forme, j'accompagne et je conseille des gens. Je crée aussi du contenu. Mais vraiment, vraiment, ma spécificité, c'est le storytelling parce que je ne veux pas qu'on soit rempli de stratégie. Je veux vraiment qu'on soit à l'intérieur et qu'on puisse communiquer en étant soi, tout simplement. Est-ce que le storytelling, moi j'en fais un petit peu en ce moment, d'ailleurs je me forme avec toi aussi sur une partie, là on a commencé. Moi franchement je ressens, personnellement ça m'aide beaucoup. Là, ok, il y a le côté où j'ai envie de m'en servir pour travailler, pour présenter ce que je propose. Mais est-ce que ça n'a pas un côté aussi thérapeutique ? Totalement. En fait, le storytelling, ça part de soi. On fait un voyage à l'intérieur de soi. Donc, moi, personnellement, quand je travaille avec des personnes, vraiment en individuel, le premier, voire deuxième rendez-vous, c'est limite un rendez-vous psychologique. En général, il y a des émotions qui sortent parce qu'on va plonger dans l'histoire de la personne, dans son histoire passée, dans son histoire présente, pour justement construire celle de demain. Et donc, l'idée, c'est un petit peu comme tu as fait avec moi tout à l'heure. On va voir les épreuves, on va voir ce qui s'est passé dans l'enfance, on va creuser. Et en fait, dans le storytelling, il faut se fixer des limites parce que là, on parle de communication. Donc, on ne peut pas tout transmettre aux gens. Il y a aussi notre petit jardin secret. Donc, on se fixe des limites. Voilà, on échange, on se fixe des limites, mais on va aussi se dire qu'on est là pour donner une part de soi. Tu peux pas communiquer aux gens ta vérité, mais faut donner une part de toi, selon moi, parce qu'il faut être généreux, il faut être dans le partage, mais en se fixant des limites. Donc effectivement, oui, c'est thérapeutique, parce que déjà, toi, en communiquant, moi, quand je fais une conférence ou quand je prends la parole, en tout cas, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien parce que ça me libère, ça enlève un petit poids qui est à l'intérieur, ça libère. Donc, bien sûr que c'est thérapeutique. Chaque personne qui va passer par le storytelling pour communiquer va se libérer. Donc, forcément, ça va lui faire du bien. Mais en plus, va libérer les autres puisque les autres vont s'identifier. Et donc, les autres vont se dire « Ah, je suis comme elle ». Donc, en même temps, ça va lui enlever aussi un petit poids. Donc, ce storytelling, c'est un échange. C'est pour ça que c'est beau. Moi, j'aime tellement cette manière de faire que, bien sûr, c'est thérapeutique, yes. Non, parce que même moi, maintenant, en ce moment, j'ai changé un petit peu ma com. Je mets des posts un peu plus storytelling et tout ça. Yes. Et c'est trop puissant, en fait. Il y a des personnes, je reçois des messages. « Oh, ça me touche. Ça me change quelque chose. Je me reconnais. » Et moi, je pensais pas vraiment que, par exemple, des parties de mon histoire... si je les partageais sur les réseaux sociaux, pouvaient impacter, toucher des gens, créer un déclic, des fois même. Et je trouve ça vraiment fort et puissant. C'est pour ça que je t'ai invité pour que tu nous parles du storytelling. Et si tu avais des conseils à donner sur une personne qui aimerait bien travailler justement sur son storytelling, qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, il faut qu'elle soit OK avec le fait de partager un petit bout de sa vie. Il y a des gens qui sont très pudiques, mais il faut oser.
En fait, le storytelling, ça va permettre de faire aussi un tri. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas se reconnaître et Ouais. c'est OK. Et c'est pas grave parce que tu vas pas bosser avec eux et c'est très bien parce que qui n'a pas, en tant qu'entrepreneur, bossé avec des clients où ils se disaient « Oh là là, j'aurais mieux fait de pas le prendre, lui laisse tomber, on n'est pas du tout en accord. » Et c'est OK parce qu'en fait, on a tous des fréquences différentes. On peut pas être tous OK avec ce qu'on pense. Mhm. Le storytelling permet ce tri-là. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est voilà. Ok, fixe-toi des limites, mais sois ok aussi pour partager un petit bout de toi. Ou bien tu peux aussi partager les histoires des gens qui t'entourent, des histoires qui t'ont inspiré autour de toi. Mais c'est hyper important. Si moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, veut faire ton atelier d'excellence et que je me connecte à ton Instagram, qu'est-ce qui va faire que je vais démarrer avec toi ? C'est parce que j'ai confiance en toi, parce que je t'ai trouvé sympa, parce que je t'ai trouvé humain et parce que je me reconnais en toi. Même si tu es un homme, tu vois, je peux me reconnaître en toi. Et clairement, si je vois un post où tu dis, voilà, mon atelier, il a tant, ça coûte tant, on va faire ci, on va faire ça, ok, c'est cool, mais je vais sûrement pas acheter ton atelier. Par contre, si je vois un post de toi où tu dis... Moi, je reprends ton post. Où tu dis, voilà, quand j'étais petit, il s'est passé ça, non. Mais je vais me dire, mais moi aussi, quand j'étais petite, il s'est passé ça. Moi aussi, j'avais honte. Moi aussi, je me sentais mal. Et moi aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Ah, mais j'ai envie de bosser avec lui, en fait. On est pareil. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, il faut vraiment oser parce que vous allez attirer des gens qui sont comme vous et vous allez tellement kiffer bosser avec ces gens-là. Et vous serez plus dans la réflexion en train de vous dire comment je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre comme post. Non, tu vas juste laisser parler ton cœur. Et en fait, à partir de là, tu peux que te sentir bien et aligné avec ton business, aligné avec ta communication. Et c'est fou comment les gens, d'expérience, c'est fou comment les gens le ressentent, quoi. Ils le sentent tout de suite quand c'est un post que tu partages avec le cœur, que c'est un post que tu as préparé juste pour mettre un post, pour envoyer. C'est pas du tout pareil. Pas du tout. J'ai une dernière question. Avec plaisir. Si tu devais donner un conseil ou deux, trois conseils à ta fille pour sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh, c'est dur de 3. Alors, comme tu le sens. Ma petite chérie, elle s'appelle Lia. Si je devais lui donner un conseil, c'est vraiment toujours d'écouter son cœur, de jamais écouter les gens. Moi, j'ai passé beaucoup d'années emprisonnée par le regard des autres. Et je lui dirais, voilà, ne fais pas ce que la société veut de toi, mais fais de toi ce que tu veux pour la société. Ça, c'est le premier conseil que je lui donnerais. Que quelles que soient ses particularités, quelles que soient ses faiblesses, c'est elle. Et en fait, c'est ce qui est le plus beau. C'est ça qui fait qu'elle sera unique. Donc vraiment, de toujours s'écouter, de toujours être fière de ce qu'elle est et de faire attention au monde qui l'attend là, parce qu'il est dangereux. Et voilà, ce serait ça mon conseil déjà. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi, pour la suite? Je sais pas, mais en tout cas, que je sois amenée à rencontrer que des belles personnes comme c'est le cas en ce moment. Voilà, tout simplement. Des belles rencontres. Des belles rencontres, yes. Ouais. Merci Céline. Merci à toi. Franchement, merci pour le partage, Merci. la partie de toi que tu as partagée. J'en suis sûr et certain que ça va impacter pas mal de personnes. Merci encore de t'être livré, d'avoir partagé. C'est pas quelque chose de facile, mais tu l'as fait. Et puis voilà, je suis très content. Merci beaucoup à toi. Et d'être de l'autre côté alors, c'est bien? Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est trop bien. Ok, super. Merci. Merci. Ciao. Ciao, ciao.